Bonjour. J'ai le plaisir de former de nombreux services sociaux du personnel en secteur privé et public, ainsi que des services sociaux interentreprises. Et j'y constate régulièrement une certaine difficulté, pour ne pas dire une gêne, suscitée par la place que peut prendre l'assistante sociale dans la prévention des risques psychosociaux, en particulier lorsqu'ils trouvent leur origine dans un conflit interne, un conflit du travail, parfois sur fond de harcèlement moral. La question est aussi simple que la réponse est compliquée. L'assistante sociale, ses collègues masculins me pardonneront, j'espère, de mettre le terme au féminin, doit-elle faire remonter l'information à la direction, notamment à la DRH, à plus forte raison si elle y est directement rattachée? Il y a quelques mois, j'avais consacré une vidéo à la tendance que pouvaient avoir certaines instances, notamment publiques, de détourner la mission des travailleurs sociaux au bénéfice d'une sorte de contrôle social. Si de telles intentions peuvent exister dans le monde du travail, ce n'est pas sous cet angle polémique que je souhaite aborder la question, mais sous celui bien légitime de la prévention des risques psychosociaux, le mal-être, la souffrance au travail étant une plaie pour l'employeur, mais aussi bien évidemment pour les salariés, avec des conséquences lourdes et parfois dramatiques. Concrètement, l'assistante sociale peut-elle ou doit-elle informer sa hiérarchie des comportements suspects dont elle aurait connaissance, qu'elle a constatés ou qui lui auraient été rapportés, en particulier dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et du harcèlement moral, voire d'autres comportements répréhensibles sur le lieu de travail. Rappelons d'abord qu'il résulte de la définition même de l'action sociale à l'article L116.1 du Code de l'action sociale et des familles que cette action se destine aux usagers, aux personnes en difficulté. En entreprise, ou plus généralement lorsque l'on est assistante sociale du travail, l'approche est un peu différente. Imaginons que l'employeur demande à l'assistante sociale de visiter à domicile un salarié absent depuis plusieurs jours, sans justification. Les assistants de service social sont astreints au secret professionnel, et comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 1998 à propos d'un avocat, personne ne peut les en affranchir. Ainsi, l'assistante sociale ne saurait être le petit télégraphiste de la DRH et lui faire rapport de son entretien avec le salarié. Le fait même d'envoyer les AS, comme on dit, faire des visites à domicile est déjà discutable, à plus forte raison sans l'accord de l'intéressé. Mais effectivement, s'il ne donne pas signe de vie, on peut envisager la démarche dans son intérêt, celui du salarié, et donc le mettre en garde contre le risque de licenciement pour abandon de poste, l'inviter à se prendre en main, à consulter un professionnel pouvant l'aider, par exemple un médecin, éventuellement le médecin du travail, un psychologue, un avocat. Si le problème est lié au travail, par exemple un problème de surmenage, de burn-out comme on dit, de harcèlement moral, d'abus d'autorité, l'AS pourra proposer au salarié de l'accompagner dans ses démarches, sans pour autant s'ériger en médiateur informel, même si on s'en approche parfois. Il n'y a que si l'assistante sociale estime que le salarié est dangereux pour lui-même ou pour un tiers, à plus forte raison s'il est armé ou en passe de se procurer une arme, qu'elle pourra, voire devra s'il y a péril imminent, provoquer un secours ou alerter les autorités administratives ou judiciaires. Si l'AS informe la DRH, elle devra s'assurer que cette dernière fasse suivre, sans quoi sa responsabilité pénale s'en trouverait tout de même engagée si malheur devait arriver. Il se peut également que le salarié accepte que l'assistante sociale intervienne dans le conflit, voire qu'il lui demande d'alerter la DRH ou le CHSCT, voire même l'inspection du travail. D'un point de vue juridique, cette autorisation donnée par l'usager est très discutable, l'arrêt de 1998 cité précédemment en donnant une illustration. Il est toujours préférable d'inviter le salarié à agir par lui-même, quitte à l'accompagner dans ses démarches. Il advient aussi que l'assistante sociale soit amenée à découvrir des problèmes graves au sein de l'entreprise, de nature à compromettre la santé et la sécurité de certains salariés, que l'origine du problème soit ou non liée aux risques psychosociaux. Là non plus, elle n'est pas une sorte d'auxiliaire de police de la direction et n'a pas à faire rapport en nommant les personnes, secret professionnel oblige. En revanche, il ne lui est pas interdit de faire remonter des problèmes sur tel ou tel site ou service, à charge pour la DRH de faire sa propre enquête. Si l'assistante sociale a constaté des faits en tant que témoin, sans qu'on se soit confié à elle, on pourrait considérer que transmettre des noms n'emporte pas violation du secret professionnel, mais une telle démarche est en quelque sorte contre nature. Les employeurs ont parfois des difficultés à admettre que le secret professionnel, instauré au code pénal pour protéger les usagers et permettre l'exercice de certaines professions,
est supérieur à toute disposition contractuelle ou ordre hiérarchique. Mais inversement, on ne saurait évoquer le secret professionnel abusivement, en particulier lorsqu'il n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire en cas de danger, de péril, qui ne serait pas hypothétique ou potentiel, mais bien réel et imminent. En outre, coopérer avec la direction pour prévenir les risques psychosociaux, et en particulier les accidents du travail, les dépressions, voire les suicides, n'est évidemment pas en contradiction avec la mission d'assistant de service social, à condition d'en respecter le cadre et les exigences, en particulier le secret professionnel. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine vidéo traitera des majeurs protégés, et plus particulièrement de la sauvegarde de justice. À bientôt dans une vidéo ou une formation de l'Institut de droit pratique.